Vous voulez connaître les secrets d'une chaîne YouTube qui cartonne? Aujourd'hui, dans cette interview, je donne la parole à Joanne Eguélé de la chaîne Pour Toi Freelance. Je lui pose des questions autour du business model Pour Toi Freelance, autour des bonnes astuces et du bon mindset nécessaires pour performer sur YouTube. Donc je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Joanne. Et Damien, ça va? Ça va et toi? Écoute, très très bien, comme d'hab. Bon, alors tu es un YouTuber? Je n'ai pas trop envie de dire youtubeur, on va dire que effectivement, je crée des vidéos sur YouTube, mais c'est pas on va dire ma principale activité, si tu veux. Alors, si tu pouvais te présenter justement à notre audience, à notre public. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Johan Eguélé, je suis freelance, web designer notamment, et également formateur, donc formateur de plein de manières différentes. Et donc, typiquement, j'ai eu un parcours où j'ai fait à la fois du graphisme, du web design, du web marketing, du CM, du SEO, plein de types de sujets différents. Et du coup, aujourd'hui, depuis quasiment 2 ans, j'ai la possibilité de transmettre, on va dire, ce savoir à travers la chaîne YouTube. Donc, d'un côté, je fais des prestations en freelance. De l'autre côté, je fais des formations. Et de l'autre côté, j'ai une chaîne YouTube où je vous donne justement un max d'informations. Comment s'appelle ta chaîne YouTube justement? Alors, vu que je donne du contenu pour toi freelance, du coup, ça s'appelle Pour toi freelance. Et peut-être qu'il y en a certains de ta communauté qui doivent déjà peut-être connaître. Sûrement. Comment t'es venue un peu l'idée de créer cette chaîne YouTube? Alors, on va dire qu'à un moment donné, en fait, quand j'ai démarré mon activité de freelance et que j'ai vu, donc c'était il y a quoi? C'était il y a quasiment 5 ans. Le freelancing, OK, existait déjà là depuis un long moment. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des freelances qui ont là aujourd'hui 15 à 20 ans d'activité, mais c'était plus des entrepreneurs individuels plutôt que des freelances comme on les entend aujourd'hui. Et en fait, il y a environ 5 ans, et le freelance, c'était un peu le début de l'Eldorado, j'ai envie de dire. Et à partir de là, je faisais, on va dire, un peu partie des premiers de ce nouvel Eldorado. Et donc, au fur et à mesure, vu que je rentrais en contact avec d'autres freelances, ces freelances-là avaient des questions, tout simplement. Et du coup, souvent, ces gens-là me posaient des questions parce que, a priori, ils pensaient que je connaissais mieux la réponse. Alors qu'en fait, non, c'est juste que je cherchais la réponse sur Internet. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer finalement une chaîne YouTube? Parce que j'ai toujours adoré finalement les YouTubeurs. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube autour du freelancing? Parce que finalement, je vais apprendre des choses, je vais permettre de transmettre du savoir à d'autres freelances pour essayer de développer justement ce nouveau métier. Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée de créer la chaîne YouTube. Voilà, c'était juste de partager mon savoir au lieu de le garder pour moi. Voilà, dès que j'apprenais un truc, tiens, je vais faire une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout. Du coup, pourquoi ce positionnement spécial freelance? Donc tu nous as expliqué, tu côtoyais pas mal de freelance, mais pourquoi tu Mhm. n'es pas, tu pas cherché à communiquer auprès d'autres publics? Pourquoi spécifiquement les freelances? Alors, si on prend par exemple les d'autres youtubeurs, tu vois, qui existent, qui sont un peu mainstream, je me dis, ah bah tiens, ça aurait été cool de faire par exemple de l'humour, de devenir le nouveau, je sais pas moi, le nouveau Squeezie, Seb Lafrite, etc. Mais en fait, pour faire de l'humour, ce que les gens ne remarquent pas forcément, c'est qu'il faut faire énormément de montage. C'est-à-dire que l'humour passe par le montage, très souvent. C'est rare justement que ces youtubeurs-là soient aussi drôles en live, par exemple. Et du coup, de mon côté, en fait, vu que je lançais mon activité de freelance et tout ça, forcément, je n'avais pas le temps à allouer, on va dire, à 10, 20, 30 heures de montage pour une vidéo. D'accord? Donc, finalement, c'est un peu le côté flemmard, finalement. C'est que j'ai préféré tout simplement choisir une autre voie. Et en fait, quand j'ai vu que finalement, mes sujets de freelancing, je pouvais en parler sans forcément faire du gros montage et présenter l'information de manière claire, précise, concise, je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi là-dedans, tu présentes les infos, tu auras un petit peu moins de montage que d'autres youtubeurs, ce sera plus un marché de niche, mais je suis certain que les gens, au fur et à mesure, ils vont peut-être apprécier le contenu si jamais j'évolue à travers le temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les freelances parce que finalement, c'était moi-même en fait. C'est Mmh, aider les gens comme moi 2 ans auparavant. d'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire une chaîne YouTube? De faire des vidéos? Ah, tu commences à venir sur l'aspect un peu l'ouverture d'esprit, hein, j'ai envie de te dire, hein. Tout simplement parce que en fait, quand on est freelance, je pense que pour la plupart, peut-être que vous êtes un peu au courant, mais quand on est freelance, on va pas pouvoir rester tout le temps sur la même activité. Ou du moins, si on reste cantonné à la même activité,
c'est pas qu'on va ressembler à un salarié ou on va avoir les inconvénients du salarié, mais à un moment donné, on peut s'ennuyer parce que finalement, un freelance, il a un peu cet esprit justement d'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il a envie de créer des choses, il a envie de faire des choses. Et du coup, de mon côté, je me suis dit, je lançais mon activité de freelance, ok, ça fonctionnait. Au fur et à mesure, tiens, je vais lancer la chaîne YouTube. Ensuite, tiens, je vais créer des formations en ligne grâce à la chaîne YouTube. Ah tiens, finalement, il y a des organismes de formation qui me contactent, je vais faire des formations physiques, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on va dire des activités, j'en ai peut-être 5-6 parce que justement, il y a ce côté, tu es un peu aventurier quand tu es freelance, tu as envie de lancer plein de projets. Et la chaîne YouTube, en fait, ça permet de garder finalement ce contact social alors que finalement, je suis encore dans ma chambre pour bosser en tant que freelance. Voilà, donc c'est assez drôle. Là, par exemple, c'est mon salon, tu vois. Donc, typiquement, eh bien, pour garder ce contact social, j'aime bien aussi l'avoir finalement à travers les vidéos. Hmm. J'imagine que lorsque tu as eu l'idée de faire cette chaîne YouTube, tu n'as peut-être pas commencé ta chaîne dans l'immédiat. Combien de temps t'as pris avant de te mettre concrètement à, à YouTube? Alors ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, la petite subtilité, c'est que, on va dire, je fais partie des profils fonceurs, dans le sens où je préfère à la limite balancer un truc prêt à 80%, mais apprendre ensuite des erreurs que je vais faire, voilà, des 20% qui me restaient. Parce que finalement, quand tu essayes de faire du 100%, de toute façon, tu n'y arrives pas, tu es à 90. Donc, en fait, les 10% restants, ils vont prendre beaucoup de temps. Et moi, ce qui va se passer, c'est que je vais plutôt fournir 80%, je vais foncer, je vais faire des erreurs, et en fait, je vais apprendre plus vite et faire plus de projets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la chaîne YouTube, le jour où j'ai voulu la lancer, c'est tout simplement à un moment donné, voilà, où je parlais avec des freelances, où je me dis, ah, tiens, c'est possible en fait de créer une chaîne YouTube pour donner de l'information. Parce que j'ai vu qu'il existait des infopreneurs sur Internet. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un peu la même chose. Et en fait, il y a eu, à Paris, il y avait eu ce qu'on appelait la Freelance Fair. C'était un événement en fait, qui permettait de réunir des freelances. Je crois que c'était la deuxième édition. D'accord. Et en fait, j'y suis allé et à un moment donné, je ne sais plus, il demandait de faire une conférence comme ça sur un sujet. Et en fait, j'avais appris pas mal de choses sur YouTube. Et on était un petit groupe de 3. Et en fait, ils m'ont dit, tu sais quoi, Johan, tu le fais. Fais le sujet comment vendre des choses sur YouTube, etc. Et du coup, j'ai donné toutes mes infos par rapport à ça. J'ai fait cette petite conférence et je commençais à voir que, tiens, je peux avoir confiance en moi pour lancer une chaîne YouTube. Et du coup, eh bien, entre le moment où je me suis dit, tiens, je vais lancer une chaîne YouTube et le moment où je me suis vraiment lancé, ça a mis 4 mois. D'accord. Voilà, 4 mois. Ouais. Bon, c'est relativement rapide, je pense, parce que l'idée, elle était là. Mais après, pendant les 4 mois, en fait, je ne faisais pas grand-chose. J'avais juste l'idée, je me suis dit, à un moment donné, il faudra que j'y pense. Mais en vrai, au moment où je me suis vraiment lancé, c'était en 2 semaines que la Ouais, vidéo elle était lancée. intéressant. Tu sais que c'est un peu grâce à toi que j'ai une chaîne YouTube, hein, parce que quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté de ça, Mm, j'ai fait, écoute, c'est intéressant, je vois qu'il y a du contenu intéressant. Et puis, moi mm. aussi, j'avais plein d'idées de contenu à partager. Donc, ça m'a donné un petit coup de fouet pour lancer cette chaîne YouTube. Et pareil, au bout de 2 mois, j'ai pu lancer le projet. Et c'est vrai que j'ai demandé un peu à mon entourage ce qu'ils attendaient sur YouTube, quel type de contenu, quel setup, quel matériel il fallait avoir. Et Mhm. cette prise d'information a été l'étape la plus longue. Et puis après, je me suis lancé effectivement. Ouais, c'est génial ça d'entendre ça. Ouais, surtout que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était tranquillement dans un bar, hein, quand ça C'est existait ça. encore. Avec justement Alexandre, hein, du coup, on parlait beaucoup SEO Mhm. à ce moment-là. Mais non, mais c'est cool. Franchement, si tu as pu lancer ta chaîne YouTube parce qu'on en avait discuté ensemble physiquement quand j'étais encore à Lyon, franchement, c'est top. Surtout que le contenu SEO, moi, ce que j'adore, c'est que là, on va dire le leader en SEO actuellement sur YouTube, bon, à part Eskimos finalement, ça va être Olivier Andrieux. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il est à côté de chez moi. Il Ah, habite en Alsace. Ah ok, ouais, ouais, il est c'est dans là. le Bas. Mhm. Donc, c'est drôle. Voilà. Donc, c'est top si j'ai pu te lancer là-dedans. Ouais, top. Voilà. Quelle a été ta première vidéo, ton premier sujet? C'était Lance-toi freelance. Alors, je crois que c'était Lance-toi freelance ou Défends-toi freelance. C'était voilà, juste une première vidéo qui allait marquer le fait que, OK, il faut partir du principe que si je lance finalement cette chaîne YouTube sur les freelances, c'est pour donner des infos, OK, des infos, on va dire, administratives qui finalement aujourd'hui, c'est, on va dire, la majorité du contenu, mais également donner des infos un peu informelles où finalement tu dis, non, mais par exemple, le fait que le marché soit tiré vers le bas parce que tu as les plateformes pour freelance, etc. Eh bien, à un moment donné,
cette vidéo, je me suis dit, ben, je vais dire, défends-toi freelance, parce qu'à un moment donné, le freelance qui veut être payé 100 euros par jour, c'est juste pas rentable. D'accord? 100 euros par jour, il faut démarcher, il faut avoir des systèmes d'assurance, etc. Il y a les cotisations. À la fin, c'est juste pas gérable. Si tu as 2000 euros de CA par mois, tu n'as même pas le SMIC et tu n'as aucune sécurité. D'accord? Donc, à ce niveau-là, je me suis dit, bah, tiens, le but, c'est de donner un petit coup de boost aux freelance pour donner une chaîne YouTube où je puisse donner un max d'informations pour donner en fait les bonnes pratiques aux freelances pour montrer que voilà, il faut faire les choses proprement. Il ne faut pas être payé 100 euros par jour parce que ah bah tiens, j'ai syndrome de l'imposteur. Non, justement, tu as une qualification, tu as des compétences, voilà, tu as quelque chose à vendre finalement à ton client, des solutions. Et ces solutions-là, eh bien, elles se monnaient puisque l'entreprise en question pourra peut-être payer 300, 350, 400, voire plus par jour pour que tu puisses justement vivre de ton activité. Ok. Donc, c'est un coup de gueule que tu as souhaité partager et ça a été le premier support de ta chaîne YouTube. Alors, coup de gueule, ouais, peut-être même pas. Plutôt un coup de boost, tu vois. Juste, ouais. Un peu plus, tu vois, je vais pas dire du développement personnel, mais puis finalement, c'est un peu ça. Quand tu te lances dans le freelancing, c'est quasiment à moitié du développement personnel. Savoir se gérer seul à la maison, gérer son emploi du temps, réussir à se vendre, etc. Et tout ça, il faut que tu apprennes tout toi-même. Et donc, défends-toi freelance, c'est un peu le truc de, tiens, on a la patate. Maintenant, le but, c'est, on est ensemble, je lance cette chaîne, on va être plein et on va s'amuser justement à avoir plein d'informations et à se les transmettre. Intéressant. Donc, c'est à la fois du contenu que tu veux partager et puis aussi l'idée de fédérer une communauté dans un mouvement un peu solidaire autour d'une fonction, hein, d'entrepreneur ou freelance. Ouais. Bah, c'est un peu ça parce que finalement, la chaîne YouTube, là, je pense que les gens ils le remarquent, je suis un tout petit peu moins actif parce qu'en fait, à côté, j'ai mes formations, j'ai mes prestats et finalement, j'aide énormément de gens à côté. Et bah, en fait, j'oublie un peu d'en donner à la communauté sur YouTube. Et du coup, voilà, désolé hein, pour vous. Je donne un peu aux gens physiquement. C'est pas que je suis pas là, hein. C'est que j'en donne un peu à d'autres personnes. Et en fait, à ce niveau-là, le but, c'est non, non, en fait, j'ai pas envie d'être uniquement une personne qui va donner des infos. Je suis pas omniscient, moi, hein. C'est-à-dire que finalement, je cherche des informations comme n'importe qui. C'est juste que je vais les transmettre à un grand nombre de personnes. C'est tout. Donc, si par exemple, quelqu'un a envie de me corriger, a envie de dire quelque chose, ah, mais c'est avec grand plaisir. Je me souviens encore récemment, ça c'est petit côté anecdote. Il y avait une influenceuse qui a, je crois, 200, 300 000 abonnés qui m'avait contacté sur la micro-entreprise parce qu'elle avait des partenariats, que ce soit en France, en Europe, à l'étranger, par exemple tout ce qui est placement de produits et tout ça. Okay. Et en fait, tous les deux, elle me posait la question, oui, comment on fait pour créer les factures? Et en fait, c'est une galère sans nom. Créer des factures pour l'Europe, pour la France, pour l'étranger, récupération de TVA, c'est une galère entre les autoliquidations ou pas. Et en fait, tu te rends compte que avec cette influenceuse, eh bien, à un moment donné, on s'est changé plein de vocaux sur Insta et on essaie justement d'avancer tous les deux ensemble pour essayer de se donner des infos. Et je me dis, un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo sur effectivement la TVA à l'étranger parce qu'on s'est donné tellement d'infos, c'était trop intéressant. Même si c'était en privé, je trouvais que ça faisait totalement partie de la dynamique de Pour toi freelance. C'est que je ne suis pas au centre du monde, c'est qu'en fait, on est ensemble. Excellent. Donc, demain, tu voudrais faire toute une série de vidéos. Comment tu trouves tes idées de vidéos? C'est un peu à l'inspiration ou tu as un listing de vidéos dans lesquelles tu vas piocher? Listing de vidéos à piocher, ça c'était au début, tu vois, quand j'étais en mode, ah, tiens, il faut une ligne éditoriale pour la chaîne YouTube, etc. Parce que moi, tout ce qui est ligne éditoriale, planification, c'est pas mon truc. Moi, je suis tout le temps à l'arrache. Ce qui fait que dans le principe, au tout début de la chaîne, effectivement, j'avais des vidéos comme ça qui étaient, entre guillemets, planifiées, dans le sens où j'avais pas mal de sujets. Tu sais, par exemple, tout ce qui était RVB, CMJN, identité graphique, faire ses factures, choisir des logiciels, des choses comme ça. Donc, tout ce qui faisait partie de la base, finalement, du freelancing. Et en fait, aujourd'hui, plus j'avance et plus ça va être soit des sujets chauds comme ça. Enfin, quand je dis chaud, je m'entends, c'est par exemple, tu vois, le guide de l'administratif en 2021. Ça, c'était l'une de mes dernières vidéos. Okay. Eh bien, par exemple, cette vidéo-là, le but, c'est vraiment de t'aiguiller voilà, sur 2021. Qu'est-ce que tu dois retenir? Et potentiellement, cette vidéo-là pourra servir l'an prochain. Okay. Puisque je parle de ça, ça, ça et ça. Et donc, typiquement, c'est d'aider, on va dire, les freelances déjà administrativement parlant. Et en fait, administrativement parlant, il y a tellement de choses. Rien que la TVA, tu vois, par exemple, j'ai fait 5 vidéos parce que c'est un sujet vaste. Et finalement, plus j'avance, plus je peux creuser
avec des sujets, on va dire, un peu plus mainstream, entre guillemets, ou que des gens pourraient apprécier. Et ensuite, en fait, en creusant, j'ai du coup la TVA qui est extrêmement recherchée. Mais par contre, quand je vais, par exemple, le listing des choses qu'on peut déduire en TVA, là, par contre, ça touche 10 fois moins de monde. Bien Mais sûr. ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'aider vraiment ceux qui en ont besoin. Ok. Donc, si tu veux, là, on va dire aujourd'hui, c'est plutôt un choix de vidéo en fonction de est-ce que ça peut servir aux gens ou pas. Ok. Ouais, donc il n'y a rien de Voilà. calculé, tu as une idée, et puis après, c'est une logique, ça vient tout seul, quoi. Bah, c'est ça, parce que finalement, des idées de vidéos, j'ai un bloc-notes hein, avec Hmm. des centaines d'idées de vidéos, mais vraiment des centaines, parce que finalement, tu vois, parce que par exemple, j'avais créé une formation sur YouTube, justement, une formation comment se lancer sur YouTube pour vendre des produits. Et Ok. ben dedans, à un moment donné, je dis, si imaginons tu veux créer une chaîne YouTube sur un logo, tu as qu'est-ce qu'un logo, pourquoi un logo, comment faire un logo, qu'est-ce qu'une identité graphique, quelle est la différence entre une identité graphique et un logo, quelle est la différence entre un logo badge et un logo si, qu'est-ce qu'un responsive logo, etc., etc. Et en fait, rien que le logo, c'est déjà une chaîne YouTube à part entière. Et il y a Ouais, même tu des vois. gars qui le font. Il y a carrément, il y avait, je crois que c'était une playlist entière où j'avais fait une vingtaine de critiques, entre guillemets, de logos d'abonnés. Un peu comme l'a fait Balo, finalement, 2 ans plus tard. Ah oui, je me rappelle de cette série là, où tu commentais des logos, ouais, effectivement. C'est ça. Ouais, je me rappelle. Ok. Comment tu te fais connaître quand tu faisais de la prospection, comment tu t'y Hmm. prenais au-delà de YouTube? Alors là, tu parles par rapport à YouTube, c'est ça? Non, non, en général. En général, En ok. général. Donc, c'est-à-dire prospection essentiellement pour les prestations de services. Voilà, on se met voilà, à ta place de freelance Mhm. graphiste. Comment un freelance en 2021 peut trouver des clients à l'heure actuelle? Ah là là, la question incroyable. Alors, trouver des clients en freelance, c'est une question où on ne peut pas répondre aussi simplement, dans le sens où il y a plein de manières d'aborder la chose. Il y a des gens qui vont être chanceux, qui vont par exemple avoir le bon réseau, trouver les bonnes personnes, qui vont les lancer sur des projets, etc. Ou bien qui vont atterrir au bon moment. Voilà, c'était par exemple en 2018, 2016, peut-être que c'était plus simple. Et en fait, en fonction de qui on est, de notre type de personnalité, forcément, on aura besoin de stratégies différentes. Exemple, si je suis une personne qui suis introvertie ou bien hypersensible, que je n'ai pas forcément la possibilité ou la volonté de rentrer en contact direct avec des clients, avec des trentenaires ou des quarantenaires masculins, commerciaux, à qui j'ai envie de vendre justement mon logo ou mon site internet. D'accord? Eh bien, forcément, tu vas devoir mettre en sorte, on va dire, mettre en place une sorte de stratégie de communication qui sera davantage sur les réseaux sociaux, sur peut-être LinkedIn, sur Instagram, de l'envoi d'emails, ou du moins, tu vas utiliser en fait tout ce qui va être voilà, écrit ou peut-être oral avec un coup téléphonique. Mais par contre, tu ne vas peut-être pas venir physiquement pour aller voir la personne parce que justement, tu te sentiras déstabilisé. Et donc, pour ça, tu auras des canaux différents. Voilà, ça serait pour une personne qui est un peu timide. Pour une personne plus extravertie, bah, finalement, elle va aller à des salons entrepreneurs, elle va rentrer en contact avec des gens, elle va peut-être connaître du monde, elle va peut-être avoir sa famille qui va connaître plein d'autres gens. Et donc, forcément, déjà, en fonction de ton type de personnalité, eh bien, tu vas changer ta stratégie. Ok. Et deuxièmement, lorsque tu vas choisir ta stratégie, il faut que tu puisses définir ton positionnement. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est pas un gros mot, mais on va dire que précédemment, on pouvait très bien être juste web designer ou juste graphiste, et puis on arrivait à trouver des clients il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y en a tellement sur le marché qu'il faut réussir à se différencier. C'est Si du par projet. exemple, Mm. tu es graphiste spécialisé en, par exemple, graphisme de sport ou salle de sport, et que tu vises que cette cible-là, t'inquiète pas, des salles de sport, il y en a suffisamment en France pour que tu puisses travailler pendant un long moment, ou bien des coachs sportifs ou tout ce qui est lié un peu au sport. Donc, à un moment donné, tu bases ta communication uniquement sur ça. Tu connaîtras ton client mieux que personne et tu arriveras du coup très facilement à le convaincre. Si toi, tu viens et que tu as envie de convaincre un client, voilà, c'est un truc que tu connais absolument pas, tu dis, voilà, ah bah écoutez, moi je suis spécialisé en sport, par contre, la cuisine, écoutez, je connais pas, mais je sais faire des sites. Bah, la personne sera beaucoup plus rassurée par un autre freelance qui sera spécialisé en web design culinaire. Et Mm. donc, typiquement, voilà, adapte-toi en fonction de ta personnalité, positionne-toi sur quelque chose d'un peu plus précis, Ouais. que ce soit un type de compétence ou plusieurs types de compétences réunis, mais vers, on va dire, un type de thématique, par exemple, ou quelques types de thématiques, on va dire, connexes. Et ensuite, lance-toi notamment physiquement. Voilà. Essaye de choper ton réseau. Effectivement, en période Covid, c'est un peu plus compliqué, mais le réseau, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement.
Parce que le réseau te permet de rentrer en contact avec des gens. Ces gens-là peuvent te recommander. Et en fait, tu as une avalanche de recommandations. Et ces gens-là, ils ont déjà confiance un minimum en toi. Ce C'est ne sont ça. pas des prospects froids, mais des prospects déjà quasiment tièdes ou chauds, Mm. où ça sera plus facile de faire une transformation. Tout à fait. Revenons-en à YouTube. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie de lancer sa chaîne YouTube? Ah, des petits conseils. Alors déjà, le conseil numéro 1, alors ça, c'était Antoine Daniel qui le disait à l'époque, soigne le son. Soigne le son, essaie d'avoir un bon son, ça c'est le plus important. Le son. Donc, généralement, ce que je dis, c'est, dans un premier temps, c'est avoir du contenu de bonne qualité. Quand on dit un contenu de bonne qualité, c'est s'adapter en fonction de l'audience. Voilà. Se mettre à la place d'une audience. Est-ce que, finalement, la communauté que j'ai envie de créer, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il faut la créer? À partir de là, OK, s'il y a une communauté qui peut exister autour de ce sujet-là, qu'est-ce que je peux lui proposer? Est-ce qu'elle va apprécier que je lui transmette cette vidéo-là? D'accord. Par exemple, si moi je fais une vidéo sur comprendre la TVA, eh bien, est-ce qu'il y a des gens que ça va intéresser de savoir ce que c'est la TVA en freelance? Bah, la réponse est oui, parce qu'effectivement, SEO, etc., il y a effectivement des recherches à ce sujet. Il y a des recherches sur tout ce qui est TVA en freelance. Par contre, comment réussir à communiquer lorsque l'on est une femme introvertie, par exemple, est-ce que ce sujet très niche, est-ce qu'il peut fonctionner? La réponse est oui également, puisque d'expérience, c'est le cas pour, on va dire, une grande partie, on va dire, de la gente féminine freelance. C'est pour ça que très souvent, elles vont être accrochées à j'ai presque envie de dire, des micros ou des influenceuses freelance, comme par exemple Julia Coubert, qui est ultra qualitative à ce sujet-là. Voilà. Donc, si tu as besoin de te lancer sur YouTube, déjà, essaie de voir s'il y a une communauté. Propose du contenu à cette communauté qui va l'intéresser, parce que c'est le plus important. Et ensuite, eh bien, essaie de soigner également la partie, entre guillemets, un peu technique. Donc, un bon micro, il faut du bon son, un bon décor, de la valeur ajoutée. Et la vidéo, j'ai presque envie de te dire, ça arrive quasiment à la fin. Parce que finalement, la qualité vidéo, vaut mieux avoir du bon son et une mauvaise vidéo que du mauvais son et une bonne vidéo. Oui, avec du mauvais son, les gens partiront directement. Ouais. Ouais, Exactement. Ouais, si c'est pour avoir du son qui grésille ou une casserole, c'est pas la peine. c'est ça. Ouais. Ok, bah c'est assez clair. Tu as déjà fait une vidéo sur le setup nécessaire, le matériel nécessaire pour démarrer sur YouTube ou pas du tout? Ou c'est une idée de prochaine Alors, vidéo? pas du tout, c'est justement dans la formation, c'est pour ça. D'accord. Toutes ces infos-là, en fait, elles sont dans la formation pour YouTube. Mais globalement, en fait, c'est pas une formation pour devenir YouTuber, hein, notamment. C'est plutôt une formation pour apprendre à vendre des produits en ligne. Donc, par exemple, vendre, si par exemple, tu as un e-commerce, tu vends tel ou tel type de produit, bah, tu utilises YouTube comme plateforme SEO, Mm. exactement comme Google. Donc, en fait, tu vas mettre en parallèle Google et YouTube pour créer du SEO, pour vendre tes produits. Voilà. Ok. En fait, c'est là-dedans en fait, que j'ai ces informations-là. Mais globalement, hein, je peux te les dire, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je sais que j'ai plusieurs types de micros. Voilà. J'ai par exemple un Blue Yeti micro-pied. Je vais avoir un dictaphone Sony que je me mets ici. Antoine BM en avait parlé à l'époque. Ultra pratique. Tu peux utiliser ton smartphone pour la vidéo. Donc, ça te coûte zéro puisque tu as déjà un smartphone. Ouais. Voilà. Donc, le plus important, c'est le son. Tu achètes un bon micro. Tu as ta caméra. Tu utilises les lumières du soleil au début. Et ensuite, si tu veux rajouter des lights, bah, comme ici, par exemple, tu peux. Mais sinon, pas besoin de plus. D'accord. Juste du bon son. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec moins de 100 euros. J'avais juste un micro et c'est tout. Ok, très bien. Pour faire une vidéo, combien de temps ça te prend? En comptant l'idée, le script si t'en fais un, le tournage, Mhm. le montage et la publication. Moi, je suis un adepte de l'optimisation. C'est un mode, merde, mince, j'ai pas le temps. Comment je vais faire une vidéo là? Euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui vont faire des vidéos, tu vois, en une demi-heure, dans le sens où ils vont te faire le sujet d'une traite, sans montage, sans rien. Et du coup, ils la balancent sur YouTube. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà testé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ta voix, elle va baisser, elle va se ralentir. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de couper. Si tu Ok. parles pendant une minute, c'est dynamique. Tu parles pendant 10 minutes, en fait, ton rythme, il va ralentir. Donc, typiquement, c'est mieux d'avoir du montage. Et puis, c'est la norme sur YouTube. Ok. Donc, moi, dans le principe, j'ai vraiment le montage minimum. Ok. J'ai vraiment le montage minimum syndical parce qu'en fait, le montage,
je sais pas moi, genre un montage minimum, ça va me durer 1 heure. Quand juste je commence à rajouter juste quelques effets, bam, je passe de 1 heure à 3 heures. Et pourtant, j'ai pas encore une vidéo à la McFly et Carito. Le monteur de McFly et Carito disait encore qu'il mettait 1 heure par minute. Oh, Donc, eux, ils ont des vidéos de 30 à 45 minutes. Le mec, ouais. il passe une semaine sur la vidéo. Tu Hmm. vois le truc. Ouais. Donc, de mon côté, j'essaie d'optimiser un max. C'est ce que j'ai fait justement au fur et à mesure. Au début, je mettais, on va dire, 5 heures pour tout faire de A à Z. C'est OK, je commence le script et je mets en ligne. Ça mettait 5 heures. D'accord. Aujourd'hui, je peux réussir à optimiser à environ 2, voire 3 heures. Donc, c'est-à-dire que, et c'est vraiment en sachant qu'en plus de ça, vu que j'ai des petits partenariats avec Freebie et Shine notamment, eh bien, j'ai la possibilité d'utiliser les articles de leur blog et de les transcrire en vidéo. Super. Et je le dis, hein, ça, c'est directement dit en début de vidéo, voilà, partenariat avec Shine et Freebie et tout. Et comme ça, en fait, je peux donner un format plus sympathique que juste un article à lire. Voilà, d'où justement la combinaison SEO, YouTube, Google. Parce que du coup, eh bien, si tu crées un article, eh bien, tu peux avoir quelqu'un qui va retranscrire en vidéo. La vidéo, tu la mets en haut de l'article et bim, voilà, tu as du cross Voilà, SEO, quoi, tout à fait. Super. dans le principe. Donc voilà, donc, dans le principe, voilà, c'est 2-3 heures OK. pour une vidéo actuellement. Quelle est la durée idéale, selon toi, d'une vidéo sur YouTube en 2021? J'ai presque envie de te dire que c'est même pas toi qui dois décider, c'est soit l'audience, soit Ouais. c'est YouTube. OK. En fait, j'ai envie de te dire que c'est YouTube en fait qui a raison. Pourquoi YouTube a raison? Parce que YouTube, il s'adapte à l'audience. Vu qu'il s'adapte à l'audience, eh bien, c'est lui qui va imposer les standards. Si YouTube, par exemple, détecte que généralement la durée moyenne qu'apprécient les internautes, c'est 8 ou 10 minutes, dans ce cas-là, YouTube va dire OK, eh bien, je vais monétiser ta vidéo YouTube à partir de 8 ou 10 minutes. OK. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est ça la durée idéale. D'accord. Mais après, tout dépend parce que tu as par exemple des concepts où tu as des mecs qui faisaient 3 minutes pour comprendre, mais c'était 3 minutes, 3 ou 5 minutes. Hmm. Mais après, tout dépend. Parce que si par exemple, tu as une audience vraiment de niche qui est très B2B, très speed, tu vas peut-être devoir faire des vidéos de 1, 2, 5 minutes max. Et des fois, si tu as, on va dire, une cible un peu plus jeune qui est prête à attendre un peu plus longtemps ou à regarder une vidéo plus longue, si tu mets suffisamment d'éléments graphiques à l'écran ou que tu as suffisamment de montage, eh bien, tu auras la possibilité de lui faire des vidéos de 10, 15, voire 20 minutes. Ouais. OK. Donc, j'ai envie de te dire, c'est toujours l'audience qui prime. OK. Mais on va dire pour un public, on va dire qu'il y a la trentaine, tu peux réussir à avoir environ du 10 minutes, 10-15 minutes. Si c'est bien monté et que c'est dynamique et que surtout que tu donnes de la valeur ajoutée, il restera. OK. Parmi les stats que YouTube te fournit, quels sont les KPI, les critères, les stats que tu regardes en priorité, qui sont les plus efficaces selon toi? Tu sais qu'il y a une KPI qui me fait toujours bien rire, c'est l'abonnement. Il y a tous les YouTubeurs à chaque fois qui s'amusent à dire oui, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes 30% à ne pas être abonné. Moi, ma chaîne, c'est 90% qui ne sont pas abonnés. J'ai que 10% des gens qui sont abonnés à ma chaîne, tu vois. Ouais. Du coup, ça, c'est la petite anecdote drôle. Mais sinon, concernant les KPI, ouais, ça va être le taux de clic. Le taux de clic, généralement, ce sera lié à la vignette, au titre. Et donc, OK. c'est pour ça que depuis peu de temps, en fait, je suis passé sur les vignettes bien vertes fluo, Mmh. celles qui sont bien proches de Pour toi freelance. Parce qu'en fait, depuis que j'ai ces vignettes-là, je suis passé genre de 3 à 6% de taux de clic, tu vois. D'accord. C'est pour ça que tu as des mastodontes comme Marketing Mania ou autres qui sont très forts. Et en fait, eux, ils ont, par exemple, Stan, justement, il a des vignettes rouges. Tu peux pas faire mieux. Et lui, je pense qu'il a un taux de clic insane, tu vois, à ce niveau-là. Mais bon, si tout YouTube fait comme ça, c'est pas possible. On Oui, n'aurait que des vignettes rouges. c'est ça. Donc ça, c'est, on va dire, le premier critère. C'est le OK. taux de clic. OK. Ensuite, ça va être notamment la durée moyenne de visionnage, OK. puisque ça te permet de savoir si finalement la vidéo, elle a plu. Alors forcément, si on dit, voilà, ça a été vu 3 minutes en moyenne, tout dépend si ta vidéo a duré 5 minutes ou 12 minutes, Oui, oui, dans le voilà. principe. Mmh. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça te permet déjà de voir si ton montage a suffi. OK. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi les horaires. C'est-à-dire que sur le Creator Studio de YouTube, tu peux savoir précisément quand ta communauté est présente. Donc, tu sais à peu près quand publier, même si de mon côté, je publie toujours un tout petit peu avant. Parce que si tu publies en même temps que les influenceurs,
bah, tu es en concurrence avec les influenceurs, hein. C'est ça, ouais. Qui a envie de regarder une vidéo sur la TVA alors qu'il y a McFly et Carito qui sortent une vidéo, tu vois. Ouais, Donc voilà, c'est des KPI de ce style-là. ok. Donc c'est typiquement ce que YouTube met en avant. C'est KPI de base, mais c'est celles qui, pour moi, sont effectivement les plus intéressantes à regarder. Au niveau des horaires, tu as réussi à les trouver au bout de combien de temps? Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, d'un an? Les bons horaires pour publier ou c'est un peu, tu publies à one again? Franchement, la publication à la One Again, ça fonctionne plutôt bien parce que finalement, vu que j'ai un marché de niche freelance, si par exemple, je publie très tôt le matin, je vais me retrouver avec une audience qui va plutôt regarder effectivement le matin ou peut-être en mangeant ou autre. Mais ça dépend. Des fois, tu as des gens qui vont commencer à bosser finalement le matin à 9h. Tu vois. Ils Ouais, ne vont pas regarder une vidéo. Généralement, la vidéo, tu vas la regarder comme récompense. Peut-être à la pause de 10h, de midi, à 16h, j'en sais rien. ok, Et c'est pour ça que généralement, on va dire, avec les freelances ou avec la niche freelance, ce qui fonctionne le mieux généralement, c'est début d'après-midi. C'est d'accord. au moment où généralement, en fait, tu vas être le plus le plus crevé, tu vois, tu as la fameuse digestion, parce que justement, quand tu as cette fameuse digestion après avoir mangé, tu es peut-être un peu moins motivé et peut-être que tu vas regarder une vidéo YouTube pour te remonter, que ce soit le moral ou bien te donner des informations pour que ce soit un peu plus chill. Voilà, je Ouais. bosse pas, mais je recueille des informations parce que ça reste une chaîne informative plus que divertissante. Quoi de Donc mieux, ouais, c'est plutôt début d'après-midi, ouais, quoi de mieux en pour bien semaine. digérer qu'une bonne vidéo sur la TVA, en fait? Ouais, c'est clair. Mais après, j'essaie de le présenter de manière à ce que ça passe bien, tu vois, avec des bêtises et tout. Bien sûr, ouais. Voilà. Est-ce que tu as un site web et sur quelle techno il est basé? Si ce n'est pas indiscret. Oui. Moi, un site web, je crois que je suis web designer en plus, hein. Mmh. Alors non, ne regardez pas mon site. Alors moi, c'est typiquement le cordonnier, c'est le Mal chaussé. cordonnier qui est mal chaussé, OK. clairement. Tout simplement parce que mon site, il est sous WordPress. Donc mon site perso sous WordPress avec Divi. Le OK. truc, il se charge, c'est ultra long. Bref, et du coup, j'ai pas bossé dessus parce que finalement, vu que j'ai toujours eu des clients, j'ai jamais eu le temps de bosser dessus. Ouais. Ensuite, j'ai Pour toi freelance. Par contre, ça, pour toi freelance, vous pouvez aller regarder. Pour toi freelance.fr, c'est tout simplement un site également WordPress OK. avec un thème Nivi, donc l'un des thèmes les plus rapides. Ouais. Il est fait justement pour être rapide. Celui-là, justement, s'il y a des articles que je publie ou si par exemple il y a besoin de guest blogging, il y a des gens qui peuvent me contacter et faire des articles dessus. OK. Et du coup, voilà, il y a ce site-là. Donc, c'est aussi WordPress. Et sinon, j'ai un troisième site actuellement, donc Studio Astra. OK. Bien entendu, il n'est pas en ligne enfin, il est en ligne, mais je ne l'utilise pas et je pense que je ne vais pas l'utiliser avant un moment. Mais globalement, je me suis cherché un nom d'entreprise et du coup, c'est studioastra.fr. Et je me suis lancé du coup dans Webflow, qui est juste une dinguerie. Voilà. D'accord. Tu peux nous présenter Webflow en 1 minute? Webflow. Alors globalement, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, vous avez la possibilité d'avoir des codés de zéro, les frameworks, les CMS. CMS, ça va par exemple être WordPress. Vous avez une certaine partie du travail qui est déjà pré-mâché en termes de code. La création de site web de zéro, il faut tout démarrer de zéro. Le framework te permet de commencer et démarrer du développement web avec un minimum, on va dire, de création. Voilà. C'est-à-dire qu'à 10% d'avancement avec le framework, c'est à 40% d'avancement avec WordPress. L'avantage, c'est que Webflow te permet de démarrer à 20%. Donc, c'est proche du framework, mais un graphiste ou un web designer sans base en code peut coder un site. Tout simplement parce que tu as le principe de div et tout ça. Donc, ça, c'est un peu plus technique, mais tout ce qui est principe de div, section, etc., tout ce qui est CMS, enfin CSS, tout ça, tu peux justement le gérer visuellement sur Webflow. Et du coup, ce qui fait que tu peux avoir un site ultra performant comme un site codé de zéro, mais tu l'as codé avec un CMS et simplement. D'accord. Voilà. Intéressant. En termes de performance de site, GTmetrix, rapidité de site et tout ça, c'est insane. C'est insane. OK. Très bien. Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais également donc des formations, que tu es Mhm. formateur dans certains centres de formation et que tu donnes notamment des cours de référencement, qui est mon domaine de prédilection. Quel Exactement. est, selon toi, le critère qui va performer en 2021 dans le référencement? Ah ah, tu essaies de me titiller. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour la communauté de Damien, je ne vais absolument pas
être en compétition avec toi en essayant de prouver que je suis meilleur, puisque toi, c'est ton boulot à temps plein. Voilà, Voilà, c'est ma dans le spécialité, ouais. principe. Donc, voilà, c'est ta spécialité. Donc, clairement, tu es meilleur que moi. Mais à ce niveau-là, on va dire que le plus important, et c'est ce que je dis généralement à mes étudiants, si je devais résumer le SEO en 10 secondes et dire, voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Créer du contenu de bonne qualité. Voilà. C'est presque le plus important parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on va avoir de plus en plus de contenu sur Internet, voilà, de création de contenu. À un moment donné, on a seulement 10 positions dans la première page de Google. Eh bien, comment réussir à atteindre cette première page en essayant de détrôner finalement les concurrents? Le seul moyen, c'est de viser justement des contenus de plus en plus de niche, d'accord, des contenus de plus en plus précis. Et on va dire que la précision dans ces contenus doit être intéressante pour les gens qui vont lire que ce soit les articles, les pages produits, etc., etc. Donc, le but, ça va être tout simplement de créer beaucoup de contenu, du contenu de bonne qualité et qui soit adapté pour l'internaute. Donc, il y a vraiment cette combinaison SXO. Donc, le principe, voilà, SEO UX. Donc, vraiment, avoir des sites qui soient ultra bien en termes de web design, mais également en termes de SEO. Voilà, et qui apporte vraiment une plus-value à votre cible et à vos lecteurs, à vos utilisateurs, parce que la notion d'intentionnalité est prépondérante en 2021, avec notamment l'algo RankBrain. Et si vous apportez vraiment de la valeur à votre lecteur et si l'internaute aura envie de continuer la navigation sur votre site, ce sont des bons signaux que vous envoyez à Google et du coup, par la suite, il va favoriser votre positionnement, votre ranking dans les jours et les semaines à venir. Ouais. Si je devais rajouter un petit truc d'ailleurs, Ouais. je me demande si c'est ce que je dis depuis le début, hein, quand je fais cette formation-là. C'est pour ça que j'ai souvent envie de faire la formation YouTube aux gens qui font la formation SEO avec moi. Parce que justement, je me dis, surtout quand toi tu le sais, hein, mais quand on est sur Google, on peut très bien avoir des résultats YouTube avec les fameuses featured snippets. Eh bien, à ce niveau-là, on se rend vite compte que finalement, il y a moins de concurrence avec les vidéos YouTube qu'avec les articles de site internet. C'est pour ça que moi, très facilement, je peux me retrouver à, bah tiens, vous écrivez TVA freelance sur Google, eh bien, il peut y avoir une de mes vidéos qui se retrouve en première page de Google, alors que si j'écrivais un article sur mon site, bah, clairement, il ne ferait pas du tout le poids, il serait en 5e page. Donc, en fait, je pense qu'au-delà même de ce contenu de bonne qualité, je pense que même rajouter une chaîne YouTube qui puisse tout simplement être une combinaison du contenu que vous proposez déjà, bah, c'est ce fameux SXO. C'est vous permettez aussi à d'autres personnes qui préfèrent regarder des vidéos aujourd'hui plutôt que de lire, eh bien, vous permettez d'avoir une chaîne YouTube, de la développer en parallèle et de faire justement ce que j'appelle en fait du cross SEO, tu vois, par rapport à YouTube et Google qui fonctionne pareil. Bah, si on peut synthétiser nos propos, en fait, si vous voulez cartonner sur YouTube, et c'est pas putaclic, ou même en SEO, il faut se positionner comme un média, c'est-à-dire être un porteur de solutions, se positionner en rédactionnel et en vidéo pour être présent et sur Google et sur YouTube, et puis apporter des réponses à vos futurs clients et à vos lecteurs. Donc, en étant présent sur tous les spots, en fournissant de l'info de qualité et en certaines quantités, comme un média, comme un journal, comme un blog, eh bien, vous pouvez arroser large et avoir des prospects qui viennent de partout. En fait, c'est Combini, ils ont tout compris, hein. Combini, Totalement. ils ont tout compris, ils sont partout. Ils ont à la fois des articles de blog, Ouais. alors que je ne sais même pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui lisent leurs articles. Et ensuite, ils sont sur les réseaux sociaux, là où ils sont les plus connus. Mm. Mais bon, après, encore faut-il avoir le temps. C'est pour ça qu'il faut réussir à gérer où est-ce qu'on a envie de poser ses pions, justement, et C'est ses ça. Ouais. ressources. On peut pas être de partout. Le SEO, c'est comme YouTube, c'est quelque chose qui demande un certain temps de mise en place. Et, en soi, il n'y a rien de compliqué, mais il faut avoir l'énergie, l'envie et la disponibilité pour se lancer dedans et le budget. Et à partir de là, bah, il faut être rigoureux, méthodique. Et au bout d'un moment, si on arrive à cibler les bons prospects et à produire le contenu qui va, ça va vous apporter de la visibilité, ça va vous apporter des visiteurs. Et après, la question c'est quand. Et là, c'est un peu Dieu Google qui définit les lois. Mais voilà, en tout cas, c'est la bonne démarche, c'est la démarche saine en 2021. Ouais. Ah, mais je pense que c'était déjà la démarche d'avant. Oui, oui. Mais Mais ça, bon, ça continue. C'est juste que maintenant, c'est de plus en plus précis. Et en fait, on se rend compte qu'il faut faire les choses sérieusement. C'est tout.
avec méthode et avec rigueur, effectivement. Mm. Bien, on arrive au terme de cette vidéo. Est-ce que tu voudrais conclure sur, je sais pas, un conseil, une astuce, sur ce que tu veux? Écoute, sur ce que je veux, eh bien, Mmh. je vais tout simplement déjà te donner une astuce à toi, Damien. OK. C'est, écoute, essaye de persévérer, essaye de continuer à créer du contenu pour ta chaîne YouTube, essaye de la relancer, d'essayer de faire d'autres interviews, peut-être avec d'autres personnes, essayer de monter en gamme progressivement, peut-être avoir un micro, peut-être un décor, peut-être une bonne caméra, ce genre de choses. Essaye de créer du contenu parce que franchement, tu sais à quel point c'est valorisant de donner du contenu aux autres. Et puis surtout que dans la sphère SEO, bon, à part Olivier Andrieux qui est bien en place, je pense que tu peux apporter aussi beaucoup de choses. Et puis rien n'empêcherait voilà, aussi de faire des vidéos de temps en temps en collab parce que finalement, les collabs dans l'infoprenariat, j'ai l'impression qu'elles sont assez rares parce que tout le monde est un peu dans son coin. Ça, c'est un Mmh. peu triste. Oui. Donc, si tu peux réussir à continuer à faire des vidéos, ça déjà, c'est une très bonne chose. Et sinon, pour ta communauté, eh bien, c'est tout simplement écouter un peu ce que tu dis, écouter un peu tout le monde finalement, toutes les personnes qui sont freelance, qui ont un peu de bagage un peu derrière eux, et ayez quand même du recul, dans le sens où tout le monde est différent. Regardez plein de vidéos différentes. Si à un moment donné, vous avez envie de lire des livres, lire des articles, voir des vidéos YouTube de différents créateurs autour du développement personnel, du freelancing, de l'entrepreneuriat, c'est là où vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment vous allez pouvoir trouver des clients et comprendre cet écosystème, on va dire, de démarchage pour réussir à avoir, on va dire, une activité saine et stable au fur et à mesure du temps, même si on est en période Covid. Très bien, merci Joanne. Merci pour tes conseils et tes encouragements. Eh bien, j'invite toute ma communauté et à ceux et celles qui nous auront suivis jusqu'au bout de vous abonner à la chaîne, c'est, vous savez, très important. De laisser un petit commentaire parce que ça vient favoriser le ranking des vidéos sur YouTube. Donc, Le ranking. laissez-moi un petit avis sur YouTube, un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Joanne Pour Toi Freelance qui donne de conseils, des bons conseils sur le freelancing et puis sur la partie graphisme, sur la partie créativité au sens large. C'est ça. Écoutez, likez, commentez, partagez, on aime ça. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci à toi et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.